la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Bienvenue à cette édition d'information décalée d'une heure à raison d'une compétition, d'un match de football qui va se jouer tout à l'heure à 20 h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à cette édition d'information. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est entretenu tour à tour ce mercredi avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'avec leurs membres de bureau respectifs. La rencontre a eu lieu dans son cabinet de travail du Palais du Peuple, nous dit Jean-Marie Bassiluango, Jacques Mokaling. 24 heures après son retour de Luanda, où il s'est entretenu avec les chefs d'État sud-africains et angolais, il y a quelques jours de l'ouverture de la session de mars, le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a organisé des consultations à son cabinet de travail du Palais du Peuple avec les responsables des deux chambres du Parlement congolais. À cette occasion, le président du Sénat, Léon Kengo Adondo, accompagné de tous les membres de son bureau, a échangé durant un quart d'heure avec le président de la République, Joseph Kabila. Ensuite est venu le tour du président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, d'être reçu par le chef de l'État. C'était également en présence de toutes les personnalités qui composent son bureau. Mais rien n'a filtré de ces échanges séparés. Le président de la Chambre basse, Obé Minakou, a parlé d'une réunion de routine. Le président de la République a initié, il a reçu le bureau du Sénat et ensuite le bureau de l'Assemblée nationale. Il appartient plutôt au président de la République de livrer la teneur de la réunion qu'il a organisée aujourd'hui. Donc c'est une réunion de routine organisée par le président de la République. Puisque nous sommes au Parlement, sachez que le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière de ce vendredi 15 mars 2013 à 11 h précises dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte un seul point, à savoir ouverture de la session ordinaire de mars 2013. Il vient de se tenir à Luanda, capitale angolaise, le sommet tripartite Angola-RDC-Afrique du Sud, sommet axé sur les questions sécuritaires dans l'est de la RDC et sur la coopération entre ces trois pays. Les travaux étaient sanctionnés par un communiqué final lu par Jacques Mokaling Makal. Communiqué final. Les présidents de la République d'Angola, son Excellence José Eduardo dos Santos, de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila, et de la République d'Afrique du Sud, son Excellence Jacob Zuma, se sont réunis dans un sommet tripartite le 12 mars 2013 à Luanda afin d'analyser la situation actuelle en République démocratique du Congo et se sont accordés sur la meilleure manière pour la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la stabilité et la coopération en République démocratique du Congo, signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Le sommet s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux développés au niveau des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, visant à déstabiliser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment à travers l'opérationnalisation de la brigade d'intervention avec la MONUSCO. Le chef d'État réaffirme l'importance de l'accord cadre comme la perspective la plus adéquate pour la résolution pacifique de la crise et du conflit dans l'est de la RDC, tout en sauvegardant sa souveraineté et son intégrité territoriale comme condition indispensable pour le développement économique et social de ce pays, la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et les processus d'intégration régionale. Les présidents de l'Angola et de l'Afrique du Sud ont réitéré leur appui aux efforts menés par le président Kabila et son gouvernement dans leur recherche de la paix, la stabilité et le développement en RDC. Dans ce contexte, le chef d'État décide de créer un mécanisme tripartite de coopération conjointe RDC-Angola-RCA en vue de créer des conditions favorables pour la mise en œuvre de ce référé accord cadre.
Luanda, le 12 mars 2013. Après les travaux de la tripartite, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a fait le point de cette rencontre internationale. Il est au micro, encore une fois, de Jacques Moukaleng Makal. Ces assises sont très importantes. Elles s'inscrivent dans la quête permanente de la paix et de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et plus largement dans la région des Grands Lacs. Il vous souviendra que le 24 février dernier, il s'est tenu à Addis Abeba une réunion importante au terme de laquelle 11 chefs d'État de la région ont signé l'accord cadre pour la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et dans la République démocratique du Congo. Les 3 chefs d'État se sont retrouvés ici aujourd'hui pour examiner ensemble comment faciliter la mise en œuvre rapide et efficace de cet accord cadre. Parce qu'ils sont tous les 3 déterminés à faire en sorte que cette fois-ci soit la bonne et qu'on n'ait pas dans les années à venir à nous retrouver dans des situations similaires. C'était le sens de la rencontre de ce jour et je pense qu'ils ont eu des entretiens extrêmement importants, extrêmement fructueux et dans les jours qui viennent, nous verrons l'implication active de ces 2 pays à côté de la République démocratique du Congo pour faire avancer la cause de la paix dans notre région. Vous savez qu'à ce niveau-ci, les chefs d'État, ils arrêtent une vision, ils arrêtent des principes. C'est ce qui a été fait. Vous savez que nous avons une coopération qui est déjà assez développée avec aussi bien la République d'Afrique du Sud qu'avec la République d'Angola. L'idée aujourd'hui, c'est de passer du niveau bilatéral à une relation trilatérale ou tripartite en mettant ensemble les atouts des 3 pays pour le bien-être de leurs populations respectives. Quand nous parlons de paix, quand nous parlons de stabilité et que nous voulons inscrire cela dans la durée, on ne peut pas laisser de côté les considérations d'ordre économique. C'est à travers l'économie qu'on consolide les relations entre les États, mais c'est aussi à travers l'économie qu'on crée des opportunités de croissance et de développement pour les économies de nos pays et de bien-être pour les populations de nos pays. C'est le sens de l'aspect économique de la rencontre. Vous avez certainement suivi le mot introductif qui a été prononcé par le président de la République d'Angola. Je pense qu'il a été éloquent à ce sujet. Le Premier ministre a rencontré aujourd'hui une délégation de la Banque mondiale. De quoi était-il question? La réponse dans ce reportage de Gisèle Galoula. Convoqué à l'initiative du Premier ministre Matata Ponyo, la réunion sur les rapports RDC et Banque mondiale a mis autour de la table les experts de la Banque mondiale, son directeur des opérations Eustache Wayoro, le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi, le ministre des Transports Justin Kalumba et le vice-ministre du Plan Sadok Biganza. Ensemble, ils ont fait un état des lieux complet par rapport aux indicateurs Doing Business. Ils ont reconnu que les efforts sont remarquables, bien que les marges du progrès restent encore importantes. Il s'agit de créer les conditions pour que le secteur privé se développe. Ce n'est pas seulement pour le secteur privé qui vient de l'étranger, mais pour le secteur privé national. Donc nous sommes venus regarder les conditions dans lesquelles on pouvait travailler avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on facilite ce climat des affaires, pour qu'il y ait davantage d'investissements, donc davantage d'emplois, plus de croissance, plus de richesse, pour que les populations tirent bénéfice des immenses ressources de ce pays. Aujourd'hui, cette volonté du gouvernement, personne n'en doute, d'aller de l'avant, de créer les conditions pour libérer la croissance économique. Cette réunion a été convoquée à l'initiative du Premier ministre qui a adressé une requête à la Banque mondiale qui a fait venir 2 de ses experts qui travaillent sur le sujet. C'est vous montrer à quel point nous sommes attachés à ce que ce climat des affaires puisse être amélioré très rapidement. La situation sécuritaire, la question était au centre des discussions, aujourd'hui encore, entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et les députés nationaux Juvenile Mounibo, élu de Walikale. Félix Zaloumetidantou. Un député de la sous-commission Forces armées de l'Assemblée nationale au cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Juvenal Mounobo Moubi, élu de Walikale, se fait expliquer l'évolution du processus de la réforme de FARDC, ce après la promulgation de la loi portant statut du militaire au sein de l'appareil de défense nationale, laquelle loi devra être suivie des mesures d'application selon toute vraisemblance. Par rapport à la réforme de l'armée, bien évidemment que nous ayons au Congo une loi de programmation militaire, au-delà du budget annuel. Il faut qu'il y ait en fait une loi qui programme les dépenses de fonctionnement et d'investissement de notre armée pour plusieurs années.
Quant aux événements troubles dans le théâtre des opérations à Kichanga, dans le territoire de Rutshuru, la brigade de FARDC a été aussitôt relevée, s'est fait rassurer le député national Munobo. C'est là au motif de rétablir les responsabilités des uns et des autres devant permettre à sanctionner les coupables des actes décriés ça et là. Selon cet élu du peuple, il faut que l'intégration future des groupes armés au sein de l'armée nationale puisse être porteuse de l'excellence et non d'affaiblissement de l'outil de défense. Walikale, pour le moment, il faut parler d'accalmie. L'accalmie, ça ne veut pas dire encore une situation de stabilité sur le plan sécuritaire. L'accalmie, pourquoi? Parce que de moins en moins, il y a des affrontements entre le FARDC et les groupes armés. Parce que dans le temps, il y a eu des affrontements avec les Raïa Mutomboki. Ce que nous souhaitons, ça je l'ai dit comme élu, il faut que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue du territoire. Situation sécuritaire encore, actualité oblige. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a analysé cette question avec les autorités traditionnelles de la province du Nord Kivu. À 90 km de Goma, à vol d'oiseau, Kichanga, dans le territoire de Massissi, ressemble aujourd'hui à une cité après le passage d'un feu de brousse. La vie reprend timidement dans ces coins du pays, avec 350 familles sinistrées, 500 maisons incendiées et des pertes en vies humaines à la suite du conflit interethnique conforté par des affrontements entre des groupes armés Maïmaï, Raïa Mutomboki, les APCLS et les forces armées de la République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, a conféré avec les autorités traditionnelles Kalinda Nicolas de la chefferie des Baloundé, Mwami Boutiti Kaembe Jean Bosco de la chefferie des Bakuma, le Mwami Bachali Mukoto de la chefferie portant le même nom, ainsi que le Mwami Lukonde du groupement Walo Ayungu dans les territoires de Walikale. Ces chefs coutumiers ont fait part au patron de la territoriale de leurs préoccupations résumées sur des questions sécuritaires et le fonctionnement de leurs entités respectives. Nous avons un problème de groupes armés qui insécurisent nos populations. Nous lui avons exposé nos problèmes et il nous a compris et il nous a promis que le message va arriver auprès du chef de l'État et le problème qu'il est à mesure de résoudre, il va les résoudre. Évaluer les niveaux de réforme des finances publiques en République démocratique du Congo et envoyer l'appui des projets de développement, deux principaux points évoqués aujourd'hui à la rencontre du ministre délégué aux Finances avec une délégation de la Banque mondiale. Patrice Kitebi a également présidé la réunion hebdomadaire des services mobilisateurs de recettes. Rikin Douzdiwer. Après la signature des contrats de performance entre les directions générales des régies financières et leurs représentants en province, le ministre délégué aux Finances se conforte sur l'élan du doublement des recettes intérieures en cette année par rapport aux réalisations de 2012. Patrice Kitebi Kibonvoul, avec l'expertise du vice-ministre des Finances Roger Chulungu, s'assigne près de 460 milliards de francs congolais de réalisations pour ce mois de mars. Les services mobilisateurs des recettes devant s'appuyer au plan stratégique triennal qui a reçu l'adhésion des responsables des régies financières. Les réformes en cours mises à contribution dans la lutte contre la fraude et la corruption. Dans un autre registre, le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a échangé avec une délégation de la Banque mondiale, conduite par Renaud Selingman. Ils ont ensemble étudié les possibilités de renforcer la coopération en matière de gestion des finances publiques et la volonté de la Banque mondiale à appuyer les projets de développement en faveur de la RDC. Travaux publics et infrastructures, deux bacs d'une grande importance viennent d'être réhabilités dans la province orientale, l'un à Kisangani et l'autre à Banalia. C'est pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie du pays. Blaise Boko Kiasanza nous en parle. Outre les infrastructures routières, l'Office des routes s'occupe aussi du matériel flottant comme les bacs. À Banalia, par exemple, territoire situé à 128 km de Kisangani, cette unité flottante a été réhabilitée pour la traversée non seulement des véhicules, mais aussi des motos et des personnes sur la rivière Arouimi pour aller vers Bouta et vice-versa. Depuis la reprise du trafic par ce bac, c'est un véritable ouf de soulagement qu'on observe au jour le jour chez la population locale. Une population aujourd'hui très contente de voir la route Kisangani, Banali à Bouta entièrement réhabilitée après plusieurs
plusieurs années de calvaire. Mais grâce à chef de l'État, à Sali Moussale Monanido et Batia Ndengo se bazala depuis Krala. Nembe Kongo se kena liboso makasi to sepeli makasi na Moussala. Papa la biso azo sala vraiment office de route et coup de chapeau. Ce bac n'est pas seulement profitable aux hommes, même les bêtes s'en réjouissent, à l'instar de ce chien qui en a profité pour traverser de l'autre côté de la rive. Il en est de même de cette vache qui attend, elle aussi, traverser la rivière Arouimi. Retour à Kisangani pour parler d'un autre bac réhabilité, celui qui assure le trafic entre la rive gauche et la rive droite sur le fleuve Congo. Toutes les deux unités flottantes sont tombées en panne et grâce à l'expertise de son personnel que ces bacs ont été réparés. L'ingénieur Herman Moutima en a profité pour encourager les uns et les autres à accompagner les autorités congolaises dans la réalisation du vaste programme de réhabilitation des infrastructures routières dans notre pays. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamenissa, vient de lancer lui aussi les travaux de réhabilitation de la route Bouta-Kisangani. Images et commentaires. La révolution de la modernité, plus qu'une réalité dans le district du Bazouélé en province orientale. Cela vient une fois de plus d'être matérialisé par le lancement des travaux de réhabilitation de la route Bouta-Doulia, longue de 75 km, sur la nationale numéro 4. Jean Bamenissa a personnellement effectué les déplacements de Bouta, soit une distance de 324 km de route, pour donner le coup d'envoi de ces travaux. La route va certainement désenclaver encore plus cette partie. Pensons que Bouta peut recouvrer sa place, qui est une plateforme très importante au niveau de la logistique, au niveau de l'économie, au niveau du commerce, au niveau de l'agriculture, au niveau du transport. Cet axe qui ouvre la voie vers le nord fait partie de la route transafricaine qui débouche vers la République centrafricaine voisine. À en croire l'ingénieur de l'Office des routes, ils sont prévus pour une durée de 4 mois. À 15 km de l'entrée de la cité de Bouta, le gouverneur pose un acte de haute portée pour les populations du Bazouélé. Il inaugure un pont long de 15 mètres pour une capacité de 30 tonnes jeté sur la rivière Yémé. De par ces gestes, Kisangani vient d'être à nouveau relié à Bouta après plus de 15 années d'interruption. Le commerce, la mobilité des personnes et de leurs biens peuvent maintenant commencer afin de booster l'économie du Bazouélé, producteur de riz, huile de palme, coton, arachide, café et autres produits agricoles. Infrastructure encore, la fin des travaux de réhabilitation de l'avenue Luambo Makiadi annoncée pour très bientôt. L'Office de voirie et drainage OVD s'y attelle. Regardez. 3 mois après le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Luambo Makiadi ex-Bokassa, dans son tronçon compris entre Kabinda et Simbazigida, ce mardi 13 mars, le maître d'ouvrage a terminé la reconstruction complète de cette route. L'Office des voiries et drainage, division provinciale de Kinshasa, a posé la couche des enrobés sur cette chaussée de 800 mètres. Selon le directeur provincial de l'OVD, Franck Koulumba, la technique appliquée sur le lieu a consisté à traiter les bourbiers et à déboucher les glous qui empêchaient les eaux d'écouler normalement jusqu'à Bichakuchaku. Maintenant, l'eau coule normalement et la chaussée, du moins sur ces tronçons, est complètement réhabilitée. L'autorité provinciale de l'OVD a invité la population à une appropriation de l'ouvrage qui a coûté à l'État 200 000 $ pour ces 800 mètres. Elle a par ailleurs demandé aux usagers de ne pas jeter des ordures dans des caniveaux, car une fois bouchées, toutes ces eaux se jettent sur la chaussée. Or, nous le savons tous, l'ennemi de la chaussée, c'est l'eau. Cet endroit était resté longtemps abîmé. Ça crée beaucoup d'embouteillages pour les gens qui allaient dans les centres-villes. C'est ainsi que son Excellence, le gouverneur de la ville, avait décidé qu'on puisse réhabiliter ces tronçons. On a commencé d'abord par déboucher l'égout. On a purgé là où il fallait purger. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape, la couche de roulement. Le lancement de la station d'atterrage de fibre optique à Mwanda, c'est pour très bientôt, annonce faite par le comité de gestion de la SPT au ministre Trifion Kinké Moulumba. C'est une séance de travail entre le ministre de PTMT, le professeur Kinké Moulumba, avec la délégation du comité de gestion de la SCTP, conduite par le directeur général Placide Mbatika. Le comité de gestion a rencontré le ministre des tutelles pour lui annoncer le lancement officiel des travaux de la deuxième phase de construction de la fibre optique entre Kinshasa et Kasumbalesa au Katanga. Ensuite interviendra le lancement de la station d'atterrage de Mwanda au Bakongo
par les consortiums WAX sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce sera du 25 au 30 mars en cours. Madame Marie-Chantal Moulenda fait le point. Le ministre nous a rassuré que tous les paiements qui étaient en cours seront effectifs et nous sommes venus aussi le restituer, toutes les préparations qui sont en train d'être faites au niveau de la SCPT pour 2 événements majeurs. Le premier, c'est le lancement de la 2e phase de la fibre optique Kinshasa-Kasumbalesa et la 2e, c'est l'inauguration de la station d'atterrage de Mwanda sous le haut patronage du président de la République. Les Congolais peuvent accéder aux soins de santé de qualité à travers ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Une des attributions du Programme national d'appui à la prévoyance sociale, son directeur national a sensibilisé la presse sur cette question combien importante. Sandra Nyangui nous en parle. Maladie doit devenir une culture dans les communautés congolaises. Après l'atelier de sensibilisation des entreprises du portefeuille sur le bien fondé de l'assurance maladie obligatoire, c'était le tour de la presse de s'en approprier. Le modérateur, M. Jean-Claude Bontella, a donné la vision sociale du PNPS qui n'est autre que l'amélioration des conditions de vie des Congolais et l'accès aux soins de santé de qualité, surtout pour les démunis. Au cours de ce point de presse, le directeur national Emmanuel Ilanga et le chef de projet assurance maladie, Madame Saou, ont éclairé la lanterne de journalistes sur les confusions qui pouvaient régner. Le PNPS, ce programme créé en 2005 par décret présidentiel, n'est pas un courtier d'assurance, mais un service technique et social du gouvernement placé sous tutelle du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. L'extension de la couverture de la protection sociale, l'amélioration de la qualité de prestations sociales, la mise en place et la gestion d'un système de couverture universelle de soins de santé demeurent l'objectif du PNPS, entendez, Programme national d'appui à la prévoyance sociale. Son leitmotiv reste la mise en place d'un système de couverture universelle de soins de santé, ainsi rendre l'assurance santé accessible à toutes les couches de la population. Pour y parvenir, le PNPS possède à ce jour 2 partenaires, le GAS et le NCA, mais le champ est ouvert à tout courtier d'assurance prêt à accompagner le PNPS dans sa vision sociale. La réforme de la police nationale au centre d'une réunion qui a mis autour d'une table le ministre de la fonction publique et les commissaires généraux de la police nationale. Regardez. Cette descente du ministre de la fonction publique dans les installations du commissariat général de la police est pour s'enquérir du travail fait par la police dans le cadre de la modernisation de la gestion des ressources humaines à travers l'opération d'identification des policiers entreprise dans toutes les provinces. Le commissaire général de la PNC, le général Charles Bisengimana, a accordé la parole au commissaire supérieur principal Code Ouassongoloa, coordonnateur de la cellule de la réforme de la police. Ce dernier a édifié l'assistance sur la conception du projet d'identification qualitative, quantitative et biométrique des policiers. Le commissaire supérieur principal Ndonda, coordonnateur du centre de coordination et de traitement d'informations, a de son côté parlé de méthodes employées par la police dans la mise en œuvre du projet. Le ministre s'est dit satisfait du sens d'organisation de la police et de la qualité du travail abattu dans la maîtrise des effectifs. Ce bel exemple pourra également être appliqué à la fonction publique, a-t-il ajouté, afin de permettre au gouvernement de procéder notamment au recensement de la population, à la mise à la retraite des cadres et agents dans les conditions honorables, au rajeunissement du personnel et à l'amélioration des conditions sociales et de travail. Pour rallier la théorie à la pratique, le ministre Jean-Claude Kibala est allé visiter les serveurs de la police afin de s'assurer de la qualité du matériel que la police utilise dans la collecte de la centralisation, la conservation et la mise à jour des données. Il entend recourir à l'expertise de la police, notamment dans le contrôle et l'identification des cadres et agents de l'État relevant de son ministère, à la place d'une expertise qui viendrait d'ailleurs. Voilà, vous avez reconnu la voix de Christine Lenzo qui va nous proposer à la fin de ce journal la page magazine sur cet entretien du ministre de la fonction publique et le commissaire général à la police. La réconciliation israélo-congolaise était à l'ordre du jour au cours d'un culte d'action de grâce organisé en la cathédrale Notre-Dame.
Initiée par les ICED, une organisation à vocation internationale basée aux États-Unis, en Europe et en Afrique, la grande rencontre de prières et réconciliation israélo-congolaise a été organisée avec la collaboration de la communauté israélite de la RDC, les églises évangéliques du pays et les studios Sango Malamu. La rencontre a commencé par les mots de bienvenue du président provincial des Assemblées des Dieux, le pasteur André Simbambungu, suivi de l'exhortation sur l'importance de la réconciliation israélo-congolaise par le pasteur Bondo de Belgique. Ensuite, le pasteur Sita Luemba a conduit les moments de prière, de repentance et de réparation. Le révérend Eric Moulumba Zozo a quant à lui conduit la cérémonie de demande de pardon, de réconciliation et l'acte de réparation. Au nom de la communauté israélite, le président de cette communauté, Aslan Pia, a accepté les pardons et les offrandes, entouré des représentants des Israélites victimes de la zaïrianisation, les premiers et deuxièmes pillages, et enfin le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, a dit les bénédictions sur toute la nation congolaise. À l'issue de cette rencontre, l'on peut retenir l'engagement ferme pris entre les deux communautés d'ériger un mémorial en l'honneur de la communauté israélite ainsi que le centre Beth Israël pour promouvoir les valeurs judéo-chrétiennes par les actions concrètes. Nous venons d'apprendre la fin du conclave pour désigner les successeurs de Benoît XVI. De la lumière blanche s'échappe de la chapelle Sixtine au Vatican. Un nouveau pape a été élu à l'issue du 4e vote des cardinaux. Le nouveau pape a été certes élu, mais les interrogations demeurent encore sur le nom de celui qui sera à la tête de l'Église catholique romaine. Nous y revenons avec détail dans nos prochaines éditions. Ouvrons la page femmes, puisque c'est le mois de la femme. Au Bas-Congo, les femmes de toutes les forces vives ont organisé une journée de réflexion au cours de laquelle elles ont dénoncé toutes les formes de violences dont elles sont victimes. La cérémonie d'ouverture était présidée tout naturellement par le gouverneur des provinces, Jacques Mbadou Sitou. Ensemble contre la guerre et les violences à l'égard de femmes et de filles, en consolidant la paix et la justice en RDC, ce thème national, choisi pour célébrer le 8 mars, était bien perçu par les femmes du Bas-Congo, réunies autour de leur gouverneur Jacques Mbadou Sitou et de Madame le ministre provincial du genre, pour réfléchir et faire le bilan sur la situation de la femme qui constitue un véritable combat. Le numéro 1 du Bas-Congo a pris l'engagement de faire de la lutte contre les violences une des priorités de son action. L'exécutif provincial prend un engagement solennel devant toutes les mamans de la province de faire la lutte contre les violences sexuelles une priorité, sans féliciter le gouvernement de la République à travers le ministère du genre, famille et enfants pour avoir dérogé à la tradition du défilé en privilégiant les activités de communication pour le changement de comportement sur le terrain. Après cette réflexion, l'épouse du gouverneur Yvette Mbadou a effectué une visite dans les différentes formations médicales de Matadi. À l'hôpital général de référence de Kinkanda, comme à l'hôpital de Kiamvu, l'épouse du gouverneur a payé les factures de quelques femmes retenues à l'hôpital faute de moyens. L'actualité, c'est aussi la descente surprise du ministre de la Santé publique au laboratoire Mourakan, Labo Pharma à Kingabwa. Dans sa suite, les directeurs de la 3e direction en charge des médicaments et du président du conseil de l'ordre des pharmaciens, Virginie Lofembe. Pour se rendre compte des conditions dans lesquelles sont fabriqués les produits pharmaceutiques dans les laboratoires de Kinshasa, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange Numbi, a effectué une descente surprise au laboratoire Moak Labo Pharma situé à Kingabwa. Il a visité l'entrepôt où sont stockées les matières premières, la salle des mélanges. La désolation et l'inquiétude se lisaient sur le visage du ministre de la Santé publique. Son constat, un personnel non qualifié qui teste la conformité des comprimés ayant pour étude l'électricité. La moitié du personnel sont des journaliers depuis plus de 2 ans et qui travaillent dans des conditions inhumaines. Des installations hygiéniques inexistantes. Le pharmacien qui a servi de guide incapable de répondre aux préoccupations du ministre de la Santé publique. À l'issue de cette visite, le minimum de règles de bonne pratique de fabrication est dicté par l'OMS n'est pas requis. Félix Kabange Numbi a d'abord ordonné la fermeture temporaire de cette unité de production, ne répondant à aucune norme. Les responsables eux-mêmes
ont reconnu la sentence. Il y a un minimum. Nous avons dit que nous ne pouvons pas être au stade de l'Europe. Mais nous devons avoir le minimum requis pour que nous puissions produire. Ce minimum-là, il n'y en a pas ici, monsieur. Je vous donne juste la possibilité de terminer le lot qui est en train d'être fait. Dès qu'on termine, on ferme. Vous allez travailler avec la 3e direction, pas à pas sur les normes qui doivent être observées à chaque étape. Dès que c'est observé, je reviens vérifier. Les participants à la conférence de l'organisation de la société civile et des médias ont clôturé leurs travaux à la satisfaction de Madame le ministre du Genre, Geneviève Inagosi Kasongo, qui a présidé la cérémonie de clôture. Lopez Bakouba. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, a clôturé à Kinshasa la conférence des organisations de la société civile et des médias de la région des Grands Lacs. Les participants à ces assises ont recommandé au gouvernement de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda de prendre en compte la dimension de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre dans le cadre des planifications nationales et y allouer de budgets conséquents là où cela n'a pas été fait. Cette conférence basée sur la paix dans la région des Grands Lacs, il s'avère important de mettre en place les mécanismes de suivi-évaluation de la mise en application des textes signés par les pays membres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo multiplie les voies et moyens et travaille d'arrache-pied en vue de concrétiser les objectifs stratégiques consignés dans la déclaration de Kampala. La ministre du Genre, Inagosi Kasongo, promet de renforcer les partenariats avec les collectifs des associations féminines de Grands Lacs pour que les femmes participent aux prises de décision. Elle a également salué les partenariats scellés entre les secrétariats exécutifs de la CIRGL et la COCAFEM. Toujours dans les cadres du mois de la femme, le mois de mars, Madame le ministre de la Justice et des Droits humains et ses collègues du genre, famille et enfants, et de vice-ministre des Finances ont sensibilisé les femmes à l'université de Kinshasa sur les violences faites à la femme. Par rapport au thème central, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les intervenants. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, a planché sur la politique du gouvernement sur la protection de la femme contre les violences sexuelles. Elle a fait remarquer que le gouvernement est déterminé à améliorer les conditions de la femme par le renforcement de son pouvoir économique, par l'accès de filles à l'éducation et par l'accès des femmes au crédit pour leur autonomisation. La ministre de la Justice et des Droits humains a quant à elle exposé sur le rôle des parquets et de la police judiciaire. Wivine Mumba a fait part de la stratégie actuelle du gouvernement dans la lutte contre l'impunité et la réforme de l'appareil judiciaire dans les cas des instructions des questions liées aux violences sexuelles et basées sur le genre. Pour sa part, le doyen de la faculté des droits, le professeur Nyabirungu, a brossé les difficultés d'application de la loi sur les violences sexuelles. Pour lui, la solution est de rentrer dans la juridiction coutumière qui, à elle seule, sauvegarde 80% de la paix sociale. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Labana, la femme est une force avec laquelle on peut compter, car elle est dotée de qualités et de potentiels. C'est à ce titre que cette journée a été organisée en l'honneur de la femme pour lui déclarer l'amour et surtout de réfléchir sur les plans de droit afin d'aboutir à la victoire avec elle et par elle. La cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes aux étudiants de la première promotion sous le droit de l'homme et droits humains. La construction de notre pays nous concerne aussi. Levons-nous et agissons. Eh bien, c'est le thème d'une conférence débat organisée ce matin à l'intention des femmes et jeunes filles par Madame le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Une conférence débat vient d'être organisée en faveur d'une amélioration du statut des femmes et de la jeune fille en République démocratique du Congo. 4 thèmes étaient développés ce mardi 12 mars 2013, notamment l'historique de la Journée internationale de la femme, les textes légaux en faveur de la femme et le monde du travail et les violences basées sur les genres. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et les représentants du ministre du genre ont rehaussé cette conférence débat
en marge de la Journée internationale de la femme, c'est là en vue d'une sensibilisation. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'EPSP, s'est engagé à poursuivre leurs efforts dans les domaines de l'éducation et la loi sur la protection des droits de la femme, ainsi que les différents types de violences sexuelles basées sur les genres. La vice-ministre de l'EPSP a défini les axes prioritaires de cet engagement. Nous donne l'occasion de nous arrêter pour évaluer les efforts déployés par la communauté nationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle a à cet effet invité les femmes, et plus particulièrement celles de l'EPSP, sur la mise en application des lois dont elles sont victimes. Une autre conférence débat organisée, c'est celle organisée plutôt par Madame le ministre de la Justice et des Droits humains sur la production dynamique, efficacité du droit des affaires, nous dit Max Locaté. Une conférence tombée à point nommé car le professionnel intéressé de près à la mise en œuvre du droit OHADA en RDC ont répondu présent à l'invitation de Mme Wivine Mumba Matipa, ministre de la Justice et Droits humains, la même qui a eu l'honneur d'introduire le secrétaire permanent de l'OHADA, professeur Kossi Sosa, en ces termes. Le secrétaire permanent représente l'OHADA en vertu du traité révisé. Au-delà d'une personne, c'est donc bien l'OHADA qui est présent ici à cet instant. L'objectif de cette présence est d'examiner avec les autorités congolaises et les milieux professionnels du droit et de la comptabilité également les actions nécessaires à l'accompagnement de la RDC dans la diffusion et l'application effective du droit OHADA. À son tour, le secrétaire permanent de l'OHADA s'est apaisanti sur l'implication des avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, experts comptables et comptables, bref, des universitaires congolais pour la mise en œuvre effective du droit des affaires en République démocratique du Congo, tel doit être compris comme un défi national. Un débat enrichissant s'en est suivi avec une conférence de presse, de manière à permettre aux journalistes d'étancher leur soif. Auparavant, Madame la ministre ainsi que toute la délégation qui accompagne le secrétaire permanent de l'OHADA ont visité le siège de la Commission nationale OHADA. Ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par Simon Kankolongo sous la coordination de Blaise Bokokia. La rédaction était assurée par Yvette Makuntima et Hervé Mpoudi. À 23h, vous aurez Gisèle Makindou et demain 7h, Brigitte Mopane. Bonsoir.